Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les titres. Une petite frayeur à Koya après l'administration d'un déparasitant. Beaucoup d'enfants ont présenté quelques signes. Le ministère de la Santé annonce leur prise en charge. Le grand oral du ministre Moustapha Naïté ce matin, il était face à la presse pour présenter son département sous la 3e République. Plus de 2 milliards de dollars d'investissement et des milliers de kilomètres de routes réhabilitées. Et puis le verdict dans l'affaire Grenade. Boubacar Ba, c'est son nom, est condamné à 10 ans de détention criminelle. Il était poursuivi pour assassinat lors de manifestations sociopolitiques. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais tout d'abord, les derniers hommages rendus à l'imam de Bofa. Il a rejoint sa dernière demeure ce lundi. Le président Alpha Condé a assisté aux obsèques. Il a salué la mémoire d'un grand homme. Nous y reviendrons. Ce matin, c'était le grand oral du ministre des Travaux publics. Moustapha Naïté était face à la presse. Un rendez-vous pour présenter les grands chantiers de son département sous la 3e République. Des chantiers, mais aussi des réalisations. Là-dessus, les chiffres sont éloquents. On parle de plus de 1000 km de routes nationales complètement réhabilitées. Ansouman Toumani Kamara. Avec un nombre important d'hommes de médias, cet exercice de communication du gouvernement a enregistré la présence exceptionnelle des anciens ministres des TPI, des sociétés locales et étrangères évoluant dans les travaux publics et sous l'œil solidaire des membres du gouvernement au grand nombre. Devant ce beau monde, le ministre des Travaux publics a structuré sa communication autour d'une rétrospective sur l'évolution des infrastructures routières en Guinée, de l'indépendance à 2010 et de 2011 à nos jours. 2010-2011, le président de la République a hérité d'environ 2377 km de routes nationales bitumées, revêtues, plus de 81% en mauvais état, 146 km de voiries urbaines bitumées et 5045 mètres linéaires d'ouvrages de franchissement, tout type de ponts confondus, et environ une densité routière de 3,1 km sur 100 km², alors que la moyenne de la sous-région est de 5 km sur 100 km². Avec près de 84% de routes dégradées en 2010, le gouvernement a recadré sa stratégie globale de développement des infrastructures routières. Des investissements importants sont faits à la mesure de la nouvelle vision. De 2011 à 2018, plus de 2 milliards 200 millions de dollars ont été investis dans les grands travaux de réhabilitation et de reconstruction des routes en Guinée. Nous avons réhabilité et ou reconstruit où les travaux sont encore en cours ou vont démarrer pour certains plus de 2000 km de routes nationales, dont en réhabilitation la route nationale numéro 1 d'Abola-Kouroussa, Koya-Figiagbe, Figiagbe-Sougeta, Mamou Labé, Kankan Mandjana. Et en termes de reconstruction, vous avez Koya Mamou Dabola, Dabola Sisela Kouroussa, Kisidou PK103, Guéguédou, Kisidou PK103, Guéguédou Kondebadou, Koya Koulete et Koya Farmouria. Dans les centres-villes, la 3e République a à son actif plus de 240 km de voiries réhabilitées, entretenues ou en cours. Ce bilan est loin de résoudre tous les problèmes du réseau routier guinéen qui absorbe les 90% du trafic national. J'ai été le Premier ministre en charge des travaux publics avec la prise du pouvoir du président Alpha Condé. Nous avons commencé des travaux, nous avons initié des travaux, nous les avons lancés, nous les avons amenés à mi-trajet et aujourd'hui, comme il a si bien mentionné, ça se poursuit. Il y a beaucoup de défis à relever, surtout dans ce domaine des infrastructures. Parce qu'en réalité, il faut dire que le développement repose essentiellement sur le développement des infrastructures. Nous, de l'Assemblée nationale, il nous appartient de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que tous les projets, toutes les lois qui visent non seulement à construire les contrats, les accords et autres qui financent les projets soient ratifiés par le président de la République le plus rapidement possible, mais également que les lois de protection de ce patrimoine
Pour sécuriser tous ces investissements, le ministre Naïté annonce une vaste campagne de vulgarisation de la loi sur la protection du patrimoine routier. Une campagne qui sera suivie de la répression par une brigade spécialisée de la gendarmerie mise en place à cet effet. Et comme je vous le disais dans les titres, la campagne de vaccination contre certaines maladies tropicales a causé quelques malaises chez certains enfants, mais le département se montre rassurant et précise que la situation est sous contrôle. Aujourd'hui, un communiqué du département a été signé dans ce sens pour annoncer la prise en charge de tous ceux qui ont présenté des signes de malaise. Et je reçois sur ce plateau pour en parler le directeur national des grandes endémies et la lutte contre la maladie. Il s'agit de Dr Timothée Guilavogui. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois que ce genre de campagne d'administration de médicaments, de produits donc, se tient en Guinée. Mais cette fois-ci, il y a eu des cas de malaise. Pourquoi? Ok. Merci beaucoup. Et je voudrais déjà remercier la RTG du fait de m'inviter pour donner quelques informations par rapport à la panique qui a eu lieu dans certaines préfectures suite à la distribution de masse de médicaments du praziquantel qui lutte contre la mensonie que nous connaissons dans le terme le plus connu. Des parasites intestinaux, en fait. Tout à fait. Alors je voudrais vous dire, effectivement, ce n'est pas la première fois de distribuer ces médicaments dans le pays et dans beaucoup de préfectures, mais cette fois-ci, on a eu beaucoup plus de panique. C'est juste lié à la situation, sinon c'est un médicament qui est très bien connu et on connaît bien ses effets indésirables. Peut-être certains enfants n'ont pas mangé le matin avant de prendre le médicament, alors qu'il est conseillé de manger très bien avant d'avaler ces comprimés de praziquantel qui luttent contre la mensonie. Donc ces traitements de masse, il y a de cela depuis plus de 15 ans. Donc c'est un vieux programme et la stratégie de traitement de masse dans le cadre de l'élimination de ces maladies dont le continent africain a supporté. Alors, quels sont chez les patients, quels sont les symptômes qui vous ont été rapportés? Beaucoup plus, c'est l'asthénie et surtout les vomissements. Et nous avons même... C'est normal que les vomissements fassent partie des effets indésirables de l'administration de ces produits? Tout à fait. Le vomissement est le premier signe qui est indiqué comme malaise en cas de prise, surtout lorsque l'enfant n'a pas suffisamment mangé. Et ces vomissements, bien que ce soit un signe croisé, a dû faire aussi de faire bénéfice. Parce que je viens d'apprendre qu'à Fria, il y a même des enfants qui ont expulsé les parasites. Alors, pour vous dire jusqu'où, en dehors même des mensonniers, nos enfants sont parasités. Et ce traitement de masse, justement, c'est pour débarrasser ces enfants de ces parasites. Puisqu'il y a eu cette réaction-là, je ne sais pas s'il faut appeler ça cette allergie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la campagne va être stoppée le temps de faire face à ces cas ou alors est-ce que ça va se poursuivre? Et comment vous allez convaincre les gens de venir à cette campagne, justement? Alors, nous n'allons pas dire que ce sont des effets indésirables en tant que tels parce que chez nous, ça veut dire beaucoup de choses. Mais cependant, nous avons suspendu, et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a de la panique autour des effets indésirables. Donc jusqu'à ce que nous ayons toutes les informations par rapport à cette panique, nous avons suspendu. Mais ce qui reste clair, la mensonie comme tant d'autres maladies parasitaires font partie des maladies prioritaires pour le ministère de la Santé. Ce praziquantel-là, est-ce qu'il avait été testé apte à être distribué? Ah oui. Mais vous savez, nous sommes dans un État qui est bien organisé. Ça veut dire que toutes les molécules que le ministère fait rentrer dans le pays sont contrôlées. D'abord, ce sont des médicaments qui sont achetés avec l'aide de l'État et les partenaires. Alors, ça veut dire que d'avant même
l'embarquement de ces médicaments, il y a un contrôle de qualité qui se fait. Et lorsque les médicaments viennent également, il y a un contrôle de qualité avant que ça soit distribué au niveau de la population. Merci beaucoup, Dr Timothée. Merci beaucoup. Je retiens en tout cas que le communiqué précise que le département, le ministère de la Santé prend en charge tous les cas qui ont été signalés. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. La première dame de la République poursuit son séjour de travail au Maroc. Elle a été reçue par Jean-Paul Carteron, ambassadeur de l'UNESCO. Adja Diané a procédé notamment à l'inauguration du grand centre artisanal de Dara au Maroc. Pour plus de précisions, suivez cet élément de reportage de Ali Badra Kondé. Jean-Paul Carteron est l'ambassadeur de l'UNESCO et fondateur de CRES Montena. Il reçoit en audience la première dame de la République. Au menu des échanges, promouvoir l'émancipation des femmes à travers l'éducation, la santé, mais aussi la création de structures de microfinance. L'organisation chaque année d'un forum africain à l'intention des femmes et des jeunes était aussi au cœur de cette rencontre. Je voulais exprimer à Madame la Première Dame tout le respect que je porte au leadership actuel de son pays, aux progrès extraordinaires qui sont faits, à toutes les réalisations qui sont faites après tant d'années de difficultés et de souffrances. Et je voulais mettre mon organisation à sa disposition pour tout ce qui peut être utile dans le développement de tout ce que nous faisons pour améliorer les relations des milieux d'affaires, des sphères gouvernementales avec tous les partenaires potentiels à travers le monde. Juste après cette audience, la première dame de la République, en compagnie du grand waliou de Dakar au Maroc, a inauguré ce grand centre artisanal de la région. Ce nouveau lieu d'affaires, à travers les stands, comporte des œuvres d'art du royaume chérifien. Il permet aux visiteurs de contempler les œuvres marocaines, mais aussi de s'imprégner de leur utilité et leur histoire. Je suis émerveillée de voir tout ce qui se passe ici, à Dakhla. Et ça me fait penser à la Guinée aussi, à l'artisanat guinéen. Je disais au Walid tout à l'heure qu'il fallait intensifier le rapprochement entre le Maroc, mais surtout la ville de Dakhla avec la Guinée. Au niveau de l'autonomisation de la femme, parce que ce qu'on a vu ici, à 60% c'est des femmes. Et c'est ce qu'il faut, le pouvoir des femmes. Donc je suis ravie d'être là, d'être invitée par le gouverneur de la ville. À l'image de ce nouveau centre de Dakhla, la première dame de la République souhaite créer une synergie d'action entre les artisans marocains et guinéens. Un grand homme nous a quitté, un homme religieux, un homme pieux. Aujourd'hui, c'était les derniers hommages qu'on lui rendait. Il s'agit de l'imam de Bofa. Il a rejoint sa dernière demeure ce lundi. Le président Alpha Condé a assisté aux obsèques de cet imam. Il a salué la mémoire d'un grand homme. Sanassi Keita. Ce lundi matin, le président de la République, le professeur Alpha Condé, était à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Le chef de l'État est venu prendre part à la levée de corps de Maman Yawa Sandouno, point focal genre et équité aux Nations Unies depuis 1997. Le décès est survenu aux États-Unis, précisément au palais de Manhattan, le 12 mars dernier, en pleine activité. Née en 1957, cette brave dame a occupé plusieurs postes dans l'administration guinéenne et s'est surtout illustrée comme une combattante pour les causes justes. Le chef de l'État est donc venu présenter ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée, à la famille éplorée. Juste à côté, la dépouille mortelle de El Hadj Aboubakar Konté, imam de la mosquée centrale de Bofa. Le chef de l'État a tenu à prendre part à la levée de corps de l'illustre disparu. De l'hôpital Ignace Dine, direction Bofa. Et c'est aux environs de 14 heures que l'hélicoptère présidentiel s'est mobilisé à Bofa. Ici, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires.
Professeur Alpha Condé est venu prendre part aux obsèques de son frère et ami El Hadj Aboubacar Konté, imam ratib de la mosquée centrale de Bofa. Né en 1922 dans le district de Yogoya, sous-préfecture de Tounifili, préfecture de Bofa, El Hadj Aboubacar Konté est décédé le samedi dernier des suites de maladie. Fils de Fatma Tassouma et de Ibrahim Assouri, El Hadj Aboubacar Konté a été durant 50 ans l'imam ratib de la mosquée centrale de Bofa. El Hadj Aboubacar Konté a aussi servi à Bofa en tant que secrétaire général aux affaires religieuses. Ils étaient là, parents, amis, connaissances et autres collaborateurs pour accompagner l'imam ratib de la mosquée centrale de Bofa dans sa dernière demeure. Au nom du chef de l'État, le secrétaire général aux affaires religieuses dira que c'est une perte énorme, pas pour la famille biologique, encore moins pour Bofa, mais pour toute la nation. C'est pourquoi des bénédictions ont été dites pour le repos éternel de l'âme de El Hadj Aboubacar Konté. La famille du défunt a remercié le professeur Alpha Condé pour ce déplacement et d'autres appuis que le défunt a bénéficié du chef de l'État. Une occasion pour les fidèles présents ici à Bofa de lire plusieurs fois le Saint-Coran et de formuler des prières afin que le miséricordieux accompagne le chef de l'État dans ses ambitions de développement en faveur de tous les Guinéens. A précisé que le défunt El Hadj Aboubacar Konté laisse derrière lui 2 veuves et 16 enfants vivants. Avant de quitter la maison mortuaire, le chef de l'État et sa suite se sont rendus auprès des 2 veuves. Professeur Alpha Condé leur a renouvelé son soutien total avant de les inviter à croire davantage à Dieu pour le repos éternel de l'âme du défunt. Amen. Un compte-rendu de Ibrahima Keita. Une délégation guinéenne conduite par le Premier ministre chef du gouvernement est à New Delhi. À cet effet, le chef du gouvernement a été reçu en audience par le président indien. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre les 2 pays. L'Inde prête à accompagner le programme de développement du président Alpha Condé, comme le précise le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana à sa sortie d'audience. Le président de la République de l'Inde. Ma visite se situe dans la dynamique de la visite effectuée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, en 2015 en Inde. Et cette dynamique se poursuit et aboutira à beaucoup de projets à réaliser en Guinée. Notamment, le président de la République m'a demandé de souligner l'importance des projets en cours que nous allons discuter au cours de cette visite, qui concerne un projet d'agriculture, des plaines de Sankarani, un projet d'irrigation, un projet de santé, un projet d'eau, l'adduction d'eau de Conakry, et même un stadium dans la perspective de l'organisation en 2025 de la Coupe d'Afrique en Guinée. Pour être plus complet, dans la journée, le Premier ministre guinéen a échangé avec le ministre indien de l'énergie et le directeur exécutif d'Exim Bank. Avec les 2 hommes, il était question de faire le point sur le partenariat entre New Delhi et Conakry. À date, on parle de plus de 900 millions de dollars comme volume de transactions annuelles, mais aussi de plusieurs projets annoncés et qui seront suivis par Exim Bank. Les rideaux sont tombés à Bangui sur la réunion des douanes. Les échanges de cette 24e conférence ont duré 3 jours. Il y a eu plusieurs résolutions au terme des travaux. Voici un extrait avec le général de brigade Toumani Sangaré, directeur des douanes de Guinée. Je me réjouis de noter que ces assises se sont soldées par des résultats conformes à nos attentes, comme l'attestent les pertinentes recommandations qui viennent d'être formulées et qui sont relatives, entre autres, à la gestion des ressources humaines, la mise en œuvre des recommandations issues de nos travaux, leur suivi et leur évaluation, la maîtrise de la situation sécuritaire de la région, la mise en œuvre de la solution électronique du régime de transit régional, la mise en œuvre de la déclaration de Niamey en vue de faire face à la problématique des sociétés d'inspection,
La vulgarisation de la stratégie africaine de facilitation des échanges auprès des parties prenantes, notamment des administrations douanières et du secteur privé. La mise en œuvre de procédures de facilitation douanière pour l'importation de l'aide humanitaire, la pratique de la mesure de la performance, l'utilisation exponentielle des techniques de la nouvelle communication, notamment dans le renseignement et l'échange d'informations. Je rappelle que le général de brigade Toumani Sangaré a été reconduit dans ses fonctions de vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour un nouveau mandat. Une mission de la SFI, Société financière internationale, est à Conakry. Il s'agit d'une mission de travail avec certaines structures étatiques. L'idée, c'est de proposer un accompagnement de la structure dans le cadre du PNDS. Suivez. J'aime bien tenir mes promesses. Donc quand j'ai rencontré le président Condé, je lui ai promis de venir pour voir par moi-même qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On avait discuté à Washington, on s'était rencontrés aussi au Kenya. Et donc voilà, je lui ai promis que je venais, je suis là. Et donc l'idée, c'est de passer quelques jours, voir un des projets qu'on fait, et deux, aussi important sinon plus, c'est de parler avec tous les membres du gouvernement, le président et le secteur privé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce que je viens, c'est que je veux faire plus. Donc pour le développement du secteur privé, comme vous savez, la Société financière internationale, c'est la partie de la Banque mondiale qui finance le secteur privé. Donc on n'a pas de garantie de l'État, on finance directement le privé, mais on fait partie du groupe de la Banque mondiale. Et puisqu'on parle du PNDS, sa vulgarisation en province se poursuit. Une équipe du ministère du Plan est à Zérekoré pour une séance d'information. Elle a rencontré des étudiants du centre universitaire. Quels sont les avantages du PNDS? C'était la question au menu des discussions. Maïmouna Bella Diallo. Nous sommes au centre universitaire de Zérekoré. L'établissement est composé de 2800 étudiants. Des étudiants qui, pour la plupart, ignorent tout du PNDS. Je suis là aujourd'hui pour connaître c'est quoi le PNDS, c'est quoi son rôle. Et après avoir suivi cette formation, je vais aussi connaître qu'est-ce que ça va m'apporter. Attachés à leur cours de base, ces étudiants au nombre de 305 saisissent l'opportunité pour se mettre à jour. Avec les experts, ils partagent les axes stratégiques du PNDS. De quoi s'approprier des notions comme le cadrage macroéconomique ou le programme national d'investissement PNI. Aujourd'hui, j'ai eu une notion, je trouve que c'est la jeunesse qui est concernée. Et je me dis que le PNDS pourra contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Donc la session du capital humain, ça me dit beaucoup. Parce que pour parler de développement, il faut d'abord gérer le capital humain. Informer et surtout former aussi pour en plus parler à l'avenir d'un développement. À Zérekoré, la vulgarisation du PNDS est une tâche que s'est également donnée l'administration centrale. Cette mission d'appropriation du PNDS renforce les engagements. Nous sommes comblés de joie parce qu'ils viennent mettre à notre disposition un document important qui est le plan national de développement économique et social, et ça permet aux étudiants et aux enseignants de s'approprier de ce plan et pour voir comment eux-mêmes ils vont participer dans la mise en œuvre. C'est une première, je peux le dire, et nous souhaitons que ce genre de rencontre se perpétue parce que les jeunes ont besoin d'échanger, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de savoir comment est-ce qu'on assure le développement de la Guinée. Et vous avez constaté par les débats. C'était chose attendue. Et c'est ce que nous voulons, puisqu'on ne peut pas s'approprier de quelque chose si on ne connaît pas le contenu. Donc la vulgarisation a été un aspect extrêmement positif. Et je sais, nous allons continuer à renforcer cette vulgarisation. Prochaine étape, la région administrative de Kankan. Là encore, les experts du ministère du Plan vont s'atteler à édifier les populations sur les avantages du plan national de développement économique et social. Troisième titre de l'actualité ce soir avec la condamnation de Boubacar Ba alias Grenade. Une peine de 10 ans de détention criminelle. Il était poursuivi pour assassinat lors de manifestations sociopolitiques dans le pays. Le tribunal de première instance de Dixine a rendu d'autres sentences. Kerno Younoussaba.
Fin des débats dans le dossier Boubacar Diallo alias Grenade. Arrêté en 2018, Grenade était poursuivi par la justice pour son rôle présumé dans l'assassinat de manifestants lors des marches politiques à Conakry. Au terme de plusieurs audiences, l'accusé est retenu coupable de tentative d'assassinat et de détention d'armes de guerre par le tribunal de Dixine. Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Boubacar Diallo Grenade coupable de tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre. Sur la répression, le condamne à 10 ans de détention criminelle avec une période de sûreté de 5 ans. Condamne en outre l'accusé aux frais et dépenses envers l'État. Une décision qui a du mal à passer chez le condamné et son collège d'avocats. Il vient d'être arbitrairement condamné. Nous avons relevé appel. Nous ne sommes pas d'accord. Nous flétrissons cette décision. Nous la rejetons avec dernière énergie. C'est un innocent qui a été condamné et nous allons continuer la lutte devant la cour d'appel et nous pensons qu'il sera acquitté purement et simplement. Autre sentence, Aboubacar Kamara alias Dieudonné, condamné pour vol à main armée, écope de 15 ans de détention criminelle. Ce lundi, 4 autres dossiers criminels sont évoqués, parmi lesquels l'assassinat de l'ancien ministre Thierno Aliou Diaouni. Ce lundi 18 mars est encore un jour d'audience criminelle inscrit à votre précieux calendrier, dont le rôle comporte 4 affaires, dont l'affaire ministère public et les héritiers de Thierno Aliou Diaouni contre Mamadou Chérif Sako dit Cobra et plusieurs autres, accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat. L'affaire ministère public et Fatoumata Conté et Amara Conté contre Elhaj Komara, accusé de viol sur mineur de 2 ans, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs. Les modes opératoires des affaires inscrites à votre rôle, dont vous allez débattre tout à l'heure, ont profondément heurté la conscience nationale. Et leurs conséquences sont encore vivaces, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, au sein de la communauté. Dans la deuxième salle d'audience du tribunal de Dixine, délocalisée à la mairie de Ratoma, 4 autres cas de crime sont inscrits au rôle. A rappeler que le tribunal de Dixine a rendu 123 décisions depuis le début des audiences. Et puis ce communiqué par lequel le ministère de la Justice a le profond regret d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès de M. Moussa Kourouma, survenu ce lundi 18 mars 2019 à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. M. Moussa Kourouma, magistrat, était le secrétaire général du ministère de la Justice. Les cérémonies funéraires feront l'objet d'un communiqué. Le ministère de la Justice et l'ensemble du personnel judiciaire présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'au peuple de Guinée. Paix à son âme. Amen. Fait à Conakry le 18 mars 2019, signé du ministre Cheikh Sako. Et enfin, éducation avec ces 2 partenariats signés avec le ministère de l'Enseignement supérieur. 2 partenariats, le premier à Paris et le second à Conakry. Je ne vous en dis pas plus, c'est un reportage de Francis Collier. C'est un acte qui marque le début d'une coopération renforcée au sein de la francophonie. Il s'agit pour le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Agence universitaire de la francophonie de situer le cadre d'échange d'expériences pour une formation adaptée aux besoins de la Guinée. On a parlé de la qualité de l'enseignement, comment améliorer cette qualité-là chez nous. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous revenons de loin en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, et que le président de la République lui-même a dit que le système éducatif guinéen était malade. Mais depuis lors, il y a tout un processus qui est enclenché pour renforcer la qualité de la formation, mais surtout aujourd'hui, faire en sorte que cette formation réponde à un besoin du marché du travail. C'est l'un des axes contenus dans cet accord cadre. Il y a aussi la gouvernance
de nos institutions. Il y a bien sûr l'assurance qualité et plein d'autres points. L'Agence universitaire de la francophonie aide les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à relever 3 grands défis liés à la qualité de la formation, à la recherche et à la gouvernance universitaire. L'insertion professionnelle des diplômés et leur implication dans le développement global des sociétés demeure l'objectif à atteindre à travers la formation. Nous sommes un réseau d'universités, un réseau international qui a la chance d'avoir parmi ses membres beaucoup d'universités qui ont davantage d'expérience pour aider la Guinée, ses universités, à trouver le bon chemin vers la performance. Avant cette signature, le ministre Aboulaye Yero Baldé a paraphé les documents d'un autre accord de coopération avec l'École polytechnique de Paris. Cet autre accord vise l'accueil des élèves guinéens dans les classes préparatoires de la France et la création d'une école préparatoire en Guinée. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.